Bonjour, bienvenue à cette séance consacrée au système de gestion de fichiers. Dans cette séance, on va commencer par une définition de système de gestion de fichiers. Après ça, on va parler des fichiers logiques, les répertoires et leur représentation, et le fichier physique. Après ça, on va passer aux notions de volume et de partition. C'est quoi les types de systèmes de fichiers? Les systèmes de fichiers LFS, les systèmes de fichiers journalisés et les systèmes de fichiers virtuels. Après ça, on va voir la gestion de l'espace disque, la sauvegarde du système de fichiers, la cohérence du système de fichiers et on termine avec l'efficience du système de fichiers. Alors, on commence par le système de gestion de fichiers, SGF. C'est la manière de stocker et d'organiser les données dans des fichiers sur une unité de stockage, disque, CD, clé USB, etc. Donc, on veut savoir comment enregistrer les données de l'utilisateur sous un format qui lui permet de les manipuler par la suite, les ouvrir, les modifier, etc. Il permet aussi la manipulation de ces fichiers, les renommer, les supprimer, les déplacer, etc. Le système de gestion de fichiers offre à l'utilisateur une vue abstraite sur ces données et permet de les localiser à partir d'un chemin d'accès. L'utilisateur il a une vue abstraite des données réelles, donc il voit qu'il y a une arborescence, une hiérarchie pour accéder à ces fichiers. Donc il suit un chemin, une succession de répertoires jusqu'au fichier, mais physiquement sur le disque, ce n'est pas le cas. Pour l'utilisateur, il y a un répertoire racine qui contient des sous-répertoires qui contiennent à leur tour des fichiers et des sous-répertoires. Physiquement, les données sont stockées dans des blocs, la plus petite unité que le périphérique de stockage est capable de gérer. On stocke le fichier sur des blocs qui peuvent être de petite taille ou de grande taille. Chaque stratégie a ses avantages et ses inconvénients qu'on va voir par la suite. Le système de gestion de fichiers permet d'associer un nom de fichier à l'ensemble des blocs qui le composent. Maintenant, le fichier logique. Le fichier logique correspond à la vue que l'utilisateur a de la conservation de ces données. D'une part, un type de données standard défini dans les langages de programmation sur lequel un certain nombre d'opérations peuvent être réalisées. On peut créer, ouvrir, fermeture et destruction. D'autre part, un ensemble d'enregistrements accessibles par des fonctions d'accès, lecture ou écriture, selon un mode d'accès séquentiel, indexé et direct. La structure des fichiers. Les fichiers peuvent être structurés de différentes manières. Sans structure, juste une suite d'octets, le système d'exploitation ne connaît pas et ne s'occupe pas du contenu du fichier. Nous avons des octets ici, on va écrire les informations, les données de notre fichier. Et c'est le logiciel qui va ouvrir ces données, c'est lui qui va donner une signification au contenu de ce fichier. Enregistrement de longueur fixe, lire un enregistrement ou réécrire ou ajouter un nouvel enregistrement. Ici, le système d'exploitation, il sait qu'un enregistrement, il prend tant d'octets, donc il sait c'est quoi le prochain et c'est quoi le prochain. Il y a une organisation dans les données qui composent le fichier. Ou arbre d'enregistrement de longueur différente. Chaque enregistrement contient une clé qui est utilisée pour trier l'arbre afin d'accélérer la recherche. Ici, c'est facile de trouver le prochain parce qu'ils sont de taille fixe. Ici, ils sont de taille variable et nous avons une arborescence. Donc, ici, un enregistrement. Après ça, il pointe sur le prochain enregistrement et qui peut être de taille différente, ainsi de suite. C'est un peu plus difficile à gérer que celui-là. Les modes d'accès maintenant. Les modes d'accès définissent la manière dont les enregistrements composant un fichier sont accessibles. Nous avons d'abord l'accès séquentiel
Il traite les enregistrements dans l'ordre où ils se trouvent dans le fichier, les uns à la suite des autres. Pour lire l'enregistrement à la énième position, la lecture commence du premier. Maintenant, le mode indexé, il permet d'accéder directement à un enregistrement, quelle que soit sa position dans le fichier. On ne va pas commencer par le premier pour accéder à un enregistrement, mais on peut accéder directement à cet enregistrement. Un champ commun à tous les enregistrements sert de clé d'accès. On va utiliser un champ et à partir de ce champ, on va trouver l'enregistrement qu'on veut. Par exemple, si on pense à une base de données avec le champ matricule, je peux accéder directement à l'enregistrement étudiant. C'est à peu près la même chose, on utilise un champ et ce champ va être l'index qui va permettre d'accéder directement à l'enregistrement. Avec ce mode d'accès, un fichier est accessible en lecture seule, en écriture seule ou à la fois en lecture et en écriture. Le troisième mode d'accès, c'est l'accès direct. L'accès à un enregistrement se fait en spécifiant sa position relative par rapport au début du fichier. On peut accéder au 7e, au 10e, donc selon la position, on va accéder à l'enregistrement. C'est un cas particulier de l'accès indexé où la clé d'accès est la position de l'enregistrement dans le fichier. On avait dit que la clé, elle permet d'accéder directement à un enregistrement. Maintenant, cette clé, c'est la position de l'enregistrement. Est-ce qu'il est à la 9e place, la 11e, etc. On passe maintenant aux attributs des fichiers. Chaque fichier possède un nom, des données qui le composent bien sûr, et des informations complémentaires sur le fichier. Ce sont des métadonnées ou attributs. On veut savoir des informations supplémentaires sur le fichier. Par exemple, protection. Qui peut accéder au fichier et de quelle manière? Le mot de passe. Est-ce qu'il y a un mot de passe nécessaire pour accéder au fichier? Créateur, c'est qui le créateur du fichier? C'est qui le propriétaire du fichier? Est-ce que ce fichier est en lecture seule? Est-ce qu'il est caché? Est-ce que c'est un fichier système? Est-ce qu'il est archivé? Est-ce que c'est un fichier ASCII ou binaire? L'indicateur fichier accès aléatoire. Si on peut faire un accès aléatoire pour ce fichier. Indicateur fichier temporaire. Est-ce que c'est un fichier qui doit être supprimé après avoir terminé le processus qu'il utilise? Indicateur de verrouillage, est-ce qu'il est verrouillé ou pas? C'est quoi la longueur d'un enregistrement? La position de la clé, on a dit la clé qu'on va utiliser pour accéder directement à un enregistrement. La longueur de cette clé, la date de création de fichier, la date de dernier accès, la date de modification, la taille courante et la taille maximale. Et vous avez déjà fait bouton droit sur un fichier sur Windows et avec propriété, vous avez accès à certaines de ces informations. Donc, pour bien gérer les fichiers, le SGF, il prend des informations supplémentaires sur les fichiers qu'on appelle des métadonnées ou des attributs des fichiers. Les opérations sur les fichiers, on peut faire plusieurs opérations sur les fichiers. On peut les ouvrir, les supprimer, les créer, les fermer, les lire, écrire, append, ajouter à la fin d'un fichier. Seek, c'est repositionner le pointeur, c'est pointer sur un enregistrement particulier, chercher les attributs, modifier les attributs ou renommer le fichier. Les répertoires maintenant. Les répertoires, dossiers, servent à organiser logiquement les fichiers dans le disque dur. C'est comme des tiroirs où on peut mettre des livres par exemple et ils servent à organiser tout simplement ces fichiers. Dans de nombreux systèmes, les répertoires sont eux-mêmes des fichiers. Bien sûr, c'est une notion logique, il n'existe pas de vrai tiroir dans le disque dur. Donc, cette vue logique, on peut la représenter par des fichiers. Ici, on voit l'arborescence à partir d'un répertoire racine. Nous avons des sous-répertoires et chaque sous-répertoire peut avoir des sous-répertoires ou des fichiers ici. Les chemins d'accès, c'est quoi? L'adresse du fichier. Pour arriver au fichier, c'est quoi? La suite des répertoires, selon la hiérarchie bien sûr, jusqu'à ce fichier. Il existe deux types
de chemins. Les chemins absolus, le chemin de la racine jusqu'au fichier. Windows, on va commencer quelque chose comme c2.windows user ast courrier et le fichier va être dans le répertoire courrier. Dans Unix, on peut avoir le slash user slash ast slash courrier. Ou des chemins relatifs, le chemin du répertoire courant jusqu'au fichier, à partir du chemin où je suis actuellement. La plupart des systèmes utilisent deux répertoires, le point pour le répertoire courant et point pour le répertoire parent, sauf pour la racine qui pointe sur lui-même. Sur DOS, on faisait le cd change directory, on peut faire point pour remonter au parent. Maintenant, les opérations sur les répertoires, on peut aussi créer, supprimer, ouvrir ou fermer, renommer un répertoire. On peut aussi faire un link pour permettre à un fichier d'apparaître dans plus qu'un répertoire. Il suffit de pointer sur un fichier à partir d'un répertoire pour dire que ce fichier appartient à ce répertoire et ne pas copier un deuxième fichier avec le même nom et le même contenu. Un link, c'est pour supprimer le lien du fichier du répertoire. Et bien sûr, pour ne pas gaspiller l'espace disque, si ce lien est le dernier, ça veut dire qu'il n'y a aucun autre répertoire qui pointe sur ce fichier, alors on doit supprimer ce fichier et libérer ces blocs. Le fichier physique maintenant, on a parlé des fichiers logiques et comment est-ce que l'utilisateur il voit le fichier. Et on a vu c'est quoi un répertoire. Maintenant, c'est quoi un fichier physique réellement sur le disque? Qu'est-ce qu'il y a exactement? Le fichier physique correspond à l'entité allouée sur le support permanent et contient physiquement les enregistrements définis dans le fichier logique. Nous avons défini des enregistrements, on doit les enregistrer physiquement maintenant quelque part dans le support de masse. Ici, nous avons un HDD que très prochainement on ne va plus avoir. Elles seront remplacées par des SSD qui sont beaucoup plus rapides, mais ils sont quand même plus dispendieux que les HDD. Un HDD, il y avait des têtes de lecture et écriture qui se déplacent sur des plateaux où il y a des pistes et il y a des bosses pour des 1 et des 0. L'existence d'une bosse ou non indique s'il y a un 1 ou 0. Et avec les 1 ou 0, on écrit toutes les informations, bien sûr. Et la lecture se fait en déplaçant les têtes de lecture sur les différentes pistes. Les méthodes d'allocation. Le fichier physique est constitué d'un ensemble de blocs physiques qui doivent être alloués au fichier. La lecture ou l'écriture d'un élément d'un fichier impliquera le transfert du bloc entier qui contient cet élément à la mémoire. Tout simplement, le fichier il est écrit dans différents blocs. Si vous voulez modifier quelque chose dans le fichier, il faut ouvrir le bloc correspondant. L'ouvrir, ça veut dire transférer du disque dur à la mémoire et le modifier dans la mémoire. Et après ça, on va le réenregistrer dans le disque dur. Le système de fichiers conserve dans un ou plusieurs blocs spécifiques qu'on appelle des superblocs un certain nombre d'informations telles que le nombre de ces blocs, leur taille, la liste des blocs libres, etc. L'allocation contiguë, elle exige qu'un même fichier occupe un ensemble de blocs physiques contigus, adjacents dans le disque dur, un après l'autre. Bien sûr, je parle de disque dur, mais ça marche pour tous les supports de masse. Alors ici, on voit le fichier 1, il est sur 3 blocs. Ils sont adjacents, 1, 2, 3. Le fichier 2, il est sur 3 blocs aussi, 1, 2, 3. Pour garder une trace de ces fichiers, il suffit de prendre où est-ce qu'il commence, le bloc où est-ce qu'il commence, et la taille, le nombre de blocs. Avec ça, je peux accéder aux différents blocs de fichiers parce qu'ils sont adjacents dans la mémoire. On voit ici par exemple mail, le fichier mail, il commence à 19, donc je vais chercher le bloc 19, c'est lui. Et comme il prend 6 blocs, alors 19 jusqu'à 24, ça va me faire mes 6 blocs. Le CD-ROM utilise l'allocation contiguë
car on connaît la taille des fichiers à l'avance. Le problème avec l'allocation contiguë, c'est si on veut ajouter quelque chose à notre fichier et qu'on avait déjà utilisé les blocs qui sont après ce fichier. Alors là, on ne peut pas ajouter un bloc contigu au premier. C'est pour ça que nous avons l'allocation par zone. C'est une variante de l'allocation contiguë qui autorise un fichier à être constitué de plusieurs zones physiques distinctes. Lors de la création d'un fichier, la première zone, qui est la zone primaire, est allouée et les zones suivantes, qui sont des zones secondaires, sont allouées au fur et à mesure de l'extension du fichier. Ici, nous avons le fichier 1, on vient de le créer, donc c'est une zone principale, on lui a donné les deux blocs. Après ça, on a besoin d'un autre bloc, on l'a ajouté comme zone secondaire. Après ça, nous avons ajouté le fichier 5 avec deux blocs principaux, la zone principale. Et nous avons encore besoin d'un bloc pour le fichier 1. Et là, on l'ajoute dans une autre zone secondaire. Et bien sûr, on doit garder trace des zones principales et secondaires de chaque fichier. L'allocation par bloc chaîné. Un fichier est constitué comme une liste chaînée de blocs physiques qui peuvent être dispersés n'importe où sur le support de masse. Nous avons ici le fichier 1, il commence à 1 et après ça, le 1 il pointe sur le prochain bloc qui est le 2 et le 2 pointe sur le prochain bloc qui est le 8 et ainsi de suite. Chaque fichier, il pointe sur le premier bloc et le premier bloc pointe sur le suivant et ainsi de suite. Avec cette méthode, on élimine la fragmentation externe. Parce que le problème avec la contiguë et la zone, c'est que nous avons des trous entre les fichiers. Si on supprime des fichiers, donc on va avoir des trous, ce qui nous oblige à faire une défragmentation, comme on a vu dans la mémoire, l'allocation dans la mémoire. L'accès aux blocs et aux fichiers, il est plus long avec cette méthode. Pourquoi? Parce qu'on va lire un bloc et après ça, on va pointer sur l'autre, donc on va se déplacer sur l'autre, après ça, on va se déplacer. Et avec un HDD, c'est pire parce que les têtes de lecture ils vont se déplacer, ce qui prend beaucoup de temps. L'allocation indexée. Toutes les adresses des blocs physiques constituant un fichier sont rangées dans une table appelée index, elle-même contenue dans un bloc du disque. Donc le fichier, il pointe sur une table d'index. On ouvre la table d'index et on va trouver l'adresse de tous les blocs, donc on peut accéder directement à un bloc. L'accès aux différents blocs est plus rapide, par contre on gaspille de l'espace pour cette table d'index. La mise en œuvre des répertoires. Pour lire un fichier, il faut spécifier le chemin jusqu'à ce fichier, comme on avait dit. À partir de ce chemin, l'entrée de son répertoire est trouvée. Cette entrée doit fournir les informations nécessaires pour trouver les blocs du fichier sur le disque et les attributs, les métadonnées qu'on avait parlé du fichier. Solution 1, stocker directement dans une liste dans le répertoire. Chaque entrée de la liste contient le nom, les attributs et les adresses des blocs sur le disque d'un fichier. La solution 1, donc dans l'entrée du répertoire, on va voir toutes les informations dans cette entrée. La solution 2, stocker dans la structure du fichier, un nœud d'index, on va stocker ces informations et pas directement dans une liste de l'entrée du répertoire. Donc la solution 1, c'est quelque chose comme ça. Nous avons le fichier et les attributs. Et la solution 2, c'est le fichier. Et ici, il pointe sur la structure de données qui contient les attributs. Il y a beaucoup de différences entre les deux méthodes. Si on voit par exemple comment gérer les noms de fichiers de taille différente, dans la première méthode, nous avons une partie dans la liste des répertoires. Donc ici, si nous avons un nom, on va prendre un octet par exemple pour le nom. S'il ne suffit pas, on va ajouter un autre octet. Et pour savoir qu'on a terminé, on va ajouter un marqueur de fin. Et si le marqueur est au début de l'octet, les 7 bits restants, ils sont gaspillés. On ne peut pas les utiliser, c'est un gaspillage de l'espace. C'est juste un exemple pour le nom, mais ça s'applique aux autres.
Maintenant ici, le fichier 2 qui est personnel, là, nous avons le marqueur de fin et ainsi de suite. Pour la B, nous avons juste un pointeur vers le tas où il y a le nom. Et une fois que le nom est terminé, il y a un marqueur de fin. Et juste après, je peux commencer un autre nom qui sera pointé pour le nom du deuxième fichier et ainsi de suite. Donc, je ne perds pas ces bits. Et pour accélérer la recherche d'un fichier, une table de hachage peut être utilisée. C'est quoi une table de hachage? Alors ici, supposons qu'on veut accéder à l'enregistrement dont le nom est John Smith. Alors d'habitude, on doit parcourir tous les enregistrements pour trouver John Smith et là, on va accéder à cet enregistrement. Sinon, on peut utiliser une fonction de hachage. Elle va prendre en paramètre ce nom et elle va faire son calcul et en sortie, elle va nous donner un index. Et avec cet index, je vais accéder directement à l'enregistrement. Bien sûr, il y a des caractéristiques spécifiques aux fonctions de hachage. La plus importante, c'est que avec des entrées différentes, on doit tomber sur des index différents. Elle ne doit pas donner beaucoup de conflits. Ça veut dire avec deux entrées différentes, tomber sur le même index. On peut le gérer, mais ça doit arriver le minimum possible. Les fichiers partagés. On avait parlé de link. Ça veut dire si on veut partager un fichier par plusieurs répertoires, nous avons un arbre, l'arborescence ici, et C, il contient ce fichier. S'il veut le partager avec le B, on va juste ajouter un lien de B vers C. Et c'est comme ça qu'on va passer d'un arbre à un graphe orienté acyclique, le DAG. Avec le partage des fichiers, link, on obtient un graphe orienté acyclique DAG au lieu d'un arbre. Comment gérer le partage et la synchronisation? Solution 1. Les blocs du fichier ne sont pas listés dans le répertoire, mais dans une petite structure de données associée au fichier. Le partage du fichier se fait par l'accès à cette structure par les nouveaux répertoires. L'exemple de tout à l'heure, alors le répertoire C pointe sur le fichier, mais il ne pointe pas directement sur le fichier, il pointe sur une structure ici. Et dans cette structure, on va trouver des informations comme c'est qui le propriétaire, c'est C, et le compteur. Combien de répertoires il pointe sur ce fichier? Ici, le compteur est égal à 1. Maintenant, B pointe aussi sur ce fichier. Ça veut dire on a fait un link. Alors, le compteur, le nombre de ceux qui pointent sur ce fichier, c'est 2. Et le B va pointer aussi sur cette structure. Si C ne veut plus pointer sur ce fichier, on va juste enlever le lien de cette entrée vers cette structure ici. Donc, lors d'un delete, il faut vérifier si un objet devient inaccessible. Chaque fichier répertoire possède un compteur de référence. Ici, quand on a fait delete pour le C, on a vu que le compteur était égal à 2, donc on a juste enlevé le lien. Par contre, maintenant, si le B ne veut plus pointer sur ce fichier, alors si on enlève ce lien, ce fichier n'est plus pointé par aucun dossier, il n'appartient à aucun dossier, donc il faut qu'il soit supprimé et récupérer les blocs qu'il utilisait. Solution 2, le partage du fichier se fait par la création d'un lien symbolique vers le fichier. La référence est dans ce cas un chemin d'accès. C'est un pointeur indirect. La destruction d'un lien symbolique vers un fichier n'affecte pas le fichier. Alors nous avons un fichier par exemple fiche 1 qui est sur le 467 et on peut ajouter un fichier symbolique qui pointe sur le fiche 1. Il pointe ici. Et maintenant, c'est un lien symbolique. On sait que ce fichier, c'est un lien vers ce fichier. Si on veut supprimer ce lien, ça n'affecte pas le fichier. Par contre, si on supprime le fichier, ce lien n'a plus de sens. Comme ici, il pointe sur fiche 1 qui n'existe plus. Donc, les liens symboliques vers un fichier deviennent invalides après la suppression ou le déplacement d'un fichier. On passe maintenant aux notions de volume ou partition. Pour éviter d'avoir des milliers de fichiers de nature différente dans le même support,
on peut diviser l'ensemble du SGF en morceaux indépendants appelés volume ou partition. Donc, vous avez déjà utilisé Windows, le C2 points, le D2 points. On vous a conseillé de laisser le C, par exemple, pour Windows, pour les fichiers système, et avoir une partition D pour vos données. Comme ça, s'il arrive quelque chose au système, un virus ou quoi que ce soit, vous pouvez formater le C et ça ne va pas impacter vos données qui sont sur le D. Donc ça, c'est deux différents volumes, deux différentes partitions. Chaque partition agit comme un disque virtuel repéré par un label, le C2 points, D2 points, etc. et doit être connecté à l'arborescence de fichiers en un point d'ancrage qui correspond à un répertoire, le montage. Donc, une partition dans le même disque dur, un seul disque dur physique, je peux avoir deux partitions différentes, c'est des partitions logiques, le B ici et le C ici. Comme je peux avoir une partition par rapport à deux disques durs, donc c'est quelque chose de virtuel. Maintenant, comment gérer ces partitions? Comment connaître les différents fichiers qui sont dans ces partitions, le répertoire par où commencer? C'est pour ça que nous avons besoin de ces informations sous un format. Un de ces formats est la FAT, la table d'allocation de fichiers. Ici, elle est composée d'un secteur d'amorçage, des informations de la FAT, une copie de cette FAT, un répertoire racine, c'est la racine par où commence l'arborescence, et les blocs de données, les données qui composent les fichiers. Le secteur d'amorçage contient la table des partitions, les informations sur les partitions qui existent. Le secteur de boot aussi, information sur la structure du disque, c'est quoi la taille d'un secteur, le nombre de secteurs par piste et le programme de chargement du système d'exploitation en RAM. Il existe différents disques durs avec différentes vitesses, donc ces informations sont très utiles pour lire les informations. Donc on a besoin de ces informations, on va les mettre dans le secteur de boot. Un exemplaire de la FAT, ici la FAT c'est les informations sur les différents fichiers et répertoires qui sont dans cette partition. Une copie optionnelle de la FAT, elle va être utilisée pour corriger des erreurs dans la FAT ou récupérer toute la FAT si on la perd. Le répertoire racine ou principal root, le root directory, ici c'est la racine dans notre arborescence. Et la zone de données et de sous-répertoire, ici, c'est le bloc de tous les données. Alors, la table d'allocation de fichiers, ici dans le répertoire racine, de là on va commencer, on va avoir toutes nos entrées, ici dans la FAT, toutes les entrées. Et ces entrées, ils vont avoir des informations qui sont... Le répertoire racine comporte 112 entrées de 32 octets chacune. Ça, c'est pour la FAT 32. Ça, c'est la FAT 32. Et chaque entrée va voir le nom de fichier. On va le détailler. Le nom de fichier sur 8 octets. L'extension de ce fichier sur 3 octets. L'extension, le point, doc, point, etc. Les attributs du fichier sur un seul octet. On a vu tout à l'heure, c'est quoi les attributs. Donc, est-ce que c'est caché, est-ce que c'est système, est-ce que c'est un répertoire, est-ce que archive, etc. Et ça, on va le voir dans un seul octet. Chaque bit de cet octet, il signifie s'il est caché ou pas. Donc, un 0 ou un 1 dans ce bit signifie est-ce qu'il est caché ou pas, etc. Un champ de 10 octets réservé à DOS. L'heure de dernière écriture du fichier sur 2 octets. La date de dernière écriture sur 2 octets, le numéro du premier bloc constituant le fichier sur 2 octets, la taille en octets du fichier sur 2 octets. Après la FAT, Windows est passé au NTFS, New Technology File System. Il est constitué d'un secteur d'amorçage, Master File Table, fichier et la copie de Master File Table. Le bloc d'amorçage, c'est le code permettant d'initialiser le système. Et la MFT Master Table File, information nécessaire pour retrouver les fichiers existants dans la partition. Une zone de données, ici, où les fichiers stockent leurs attributs qui ne peuvent être entièrement contenus dans la MFT. Et une copie de la MFT pour corriger les erreurs et la récupérer au cas de besoin. Pour Unix, cette fois-ci,
Un fichier est représenté physiquement par un descripteur stocké sur le disque appelé inode. C'est inode. L'inode d'un fichier contient toutes les informations concernant ce fichier. Identificateur du propriétaire, type de fichier, permission d'accès, la date d'accès, etc. Dans ce contexte, un répertoire Unix est un fichier à part entière, décrit par un inode, qui contient comme données la liste des fichiers appartenant au répertoire avec le numéro d'inode qui leur est associé. Donc le répertoire, c'est aussi un fichier. Les fichiers, on va trouver des données. Mais pour le répertoire, les données, c'est quoi? C'est la liste des fichiers qui contient. Une partition Unix a le format suivant. On va trouver le bloc boot, le super bloc et la liste des inodes et les blocs de données. Le bloc de boot, code permettant d'initialiser le système. Le super bloc, information sur le SGF associé à la partition, la taille du SGF, le nombre de blocs libres et l'adresse du premier, nombre d'inodes disponibles et l'adresse du premier. La liste des inodes alloués à des fichiers, dont le inode du répertoire racine de la partition, qui est le répertoire à partir duquel la partition est accessible à l'utilisateur après l'opération du montage. Et bien sûr les blocs de données constituant les fichiers. Les types de systèmes de fichiers maintenant, les LFS, Log Structured File System, essaient d'éviter le gaspillage du temps causé par les petites écritures sur le disque. Si on veut écrire, le temps d'écriture est vraiment minime parce qu'on a une toute petite chose à écrire. Par contre, le temps global que ça va prendre pour écrire, on pense au déplacement par exemple des têtes d'écriture jusqu'au bloc, ça prend plus de temps. Alors, dans les LFS, on essaie de tamponner toutes les écritures en mémoire et périodiquement les écrire sur le disque dans un seul segment à la fin du journal. C'est juste attendre qu'on a plus de choses à écrire et après ça, on va faire à la fois une écriture et on évite d'écrire à chaque fois ce qui nous fait perdre du temps. Par la suite, il faut utiliser un tableau pour trouver toutes les informations d'un fichier. Maintenant, les systèmes de fichiers journalisés. L'idée de base est de conserver dans un journal écrit sur disque la trace de ce que le système va faire avant qu'il ne le fasse. Pourquoi? Parce que si la machine plante, le système retrouvera dans le journal ce qu'il devait faire et terminera le travail. C'est comme ça qu'on évite une incohérence. Les systèmes de fichiers virtuels. Un système d'exploitation doit gérer plusieurs systèmes de fichiers en même temps. Nous avons différentes partitions. Chaque partition, il peut utiliser un SGF différent. Pour un disque dur, pour un CD, pour un DVD, pour une clé USB, etc. Windows gère ce problème en attribuant une lettre à chaque système de fichiers. Le C pour la partition du disque, par exemple en NTFS. Le D en FAT, par exemple. Le E pour le CD, etc. À l'ouverture d'un fichier dans le chemin, Windows trouve la lettre et sait quel système de fichier il doit utiliser. S'il trouve C, il sait que C c'est une NTFS, donc il sait comment lire le fichier. Par contre, si c'est D, alors il sait que c'est la FAT et il sait maintenant comment lire ce fichier. Unix utilise le concept de système de fichiers virtuel VFS pour tenter d'intégrer différents systèmes de fichiers dans une structure ordonnée. L'idée est d'extraire la partie commune à tous les systèmes de fichiers et de mettre le code dans une couche séparée qui appelle les systèmes de fichiers réels pour gérer les données. Pour Unix, il y a différents systèmes de gestion de fichiers, mais ils ont beaucoup de choses en commun. Alors on prend tout ce qui est en commun et on le met dans un système de fichiers virtuel. On fait l'appel par exemple par création ou modifier ou lecture, etc. Et après ça, le VFS, il va choisir le système de gestion réel pour
exécuter la tâche qu'il veut faire. Donc ici, c'est le code partagé pour tous les systèmes de fichiers. Et ici, c'est le vrai système de fichiers qui effectue les opérations. L'avantage, c'est que l'utilisateur, il a une couche d'abstraction, il utilise directement le VFS et quel que soit le système de gestion de fichiers réels, lui, il a toujours accès et il communique toujours avec le VFS. Gestion de l'espace disque. La plupart des systèmes préfèrent stocker les fichiers dans plusieurs blocs, pas nécessairement contigus, de taille fixe, c'est ce qu'on préfère utiliser. Alors, comment choisir la taille de ces blocs? Parce que une grande taille, elle va réduire le nombre de blocs, et ça c'est une bonne chose, mais on va perdre de l'espace parce que si le bloc est grand et on utilise juste une petite partie de ce bloc, alors on va perdre tout le reste. Alors que si il est de petite taille, ça va augmenter le nombre de blocs, et ça c'est une mauvaise chose. Pour les gérer, ça va être plus difficile. Et on va avoir une perte de temps à cause des accès multiples à différents endroits du disque, parce que les petits blocs, ils sont partout dans le disque. Par contre, on va mieux gérer l'espace parce qu'on ne va pas gaspiller beaucoup d'espace. Si on n'utilise pas un bloc entièrement, ce n'est pas grave parce que déjà c'est un petit bloc. Comment gérer les blocs libres? On peut les gérer avec une liste chaînée de blocs contenant chacun des numéros de blocs libres. On va pointer sur le premier bloc libre et lui il va pointer sur le prochain et lui il va pointer sur le prochain, ainsi de suite. Elle est avantageuse quand le disque est presque plein parce qu'il va y avoir moins de blocs libres et la chaîne va être petite, on peut bien la gérer. Mais si c'est une longue chaîne, parce qu'il y a beaucoup de blocs libres, ça va être beaucoup plus difficile à gérer. Ou par table de bits où les blocs libres sont représentés par des zéros et ceux alloués par des 1. Tout simplement, un vecteur où le bloc i est à 0, ça veut dire que ce bloc est libre. Le bloc i est à 1, ça veut dire que ce bloc est alloué. La sauvegarde du système de fichiers. La sauvegarde prend du temps et occupe beaucoup d'espace. Cela amène à considérer plusieurs aspects. Le sauvegarder dans son intégralité ou en partie. Est-ce qu'il faut tout sauvegarder ou ne pas sauvegarder les fichiers qui peuvent être réinstallés? Utiliser la copie incrémentale, ça veut dire ne pas sauvegarder les fichiers qui n'ont pas changé depuis la dernière sauvegarde. Il faut aussi se demander, est-ce qu'il faut compresser ou non? Si on compresse, on va gagner de l'espace disque, bien sûr, mais on va perdre du temps, le temps de tout compresser. Et faire attention, dans certaines compressions, si on a une seule erreur, on peut perdre la totalité de la sauvegarde. Il faut aussi choisir le moment opportun pour la sauvegarde. Le système doit être arrêté ou gelé, donc pas de changement dans les sections critiques pendant la sauvegarde. Est-ce qu'on fait une copie physique, bloc par bloc, ou juste une copie logique? Ça veut dire est-ce qu'on va commencer par un répertoire et copier récursivement tous les fichiers et répertoires qui n'ont pas été modifiés depuis une certaine date? Et maintenant, on passe à la cohérence du système de fichiers. L'incohérence peut se produire quand le système tombe en panne avant la réécriture des blocs. L'utilisation d'un utilitaire pour vérifier la cohérence du système, comme ScanDisk ou FCSCK, etc., au démarrage ou après un plantage. À chaque fois qu'il plante, on peut lancer ces utilitaires pour réparer les dommages. De tels utilitaires se basent sur la redondance d'un système de fichiers. Il existe deux sortes de vérification de cohérence, l'une sur les blocs et l'autre sur les fichiers. On va commencer par celle des blocs. Le vérificateur construit deux tables. La première indique pour chaque bloc occupé le nombre de fois où le bloc est référencé dans les INE des fichiers.
La seconde indique pour chaque bloc libre le nombre de fois où il figure dans la liste des blocs libres ou la table de bits des blocs libres. Un bloc libre, combien de fois est-ce qu'on va le trouver dans la table des blocs libres? Si le système de fichiers est cohérent, chaque bloc a un 1, soit dans la première table, soit dans la seconde. Ici, on doit avoir juste 1. Si un bloc n'apparaît ni dans la première table, ni dans la deuxième, le bloc est dit manquant. Le vérificateur ajoute les blocs manquants à la liste des blocs libres. Si le bloc apparaît 2 fois dans la liste des blocs libres, le vérificateur reconstruit la liste des blocs libres. Au niveau des fichiers maintenant, le vérificateur vérifie la cohérence du point de vue des liens. Chaque numéro de nœud inode doit apparaître autant de fois dans la structure arborescente qu'il possède de liens. Donc, il commence au catalogue racine et parcourt récursivement toute l'arborescence pour déterminer pour chaque numéro d'ANE le nombre de références. Il compare ensuite le nombre de références obtenues de ce parcours pour chaque numéro d'inode avec celui contenu dans l'inode correspondant. Tout à l'heure, on a vu le compteur, il contient un chiffre, c'est combien de répertoires il pointe sur ce fichier. Et là, on fait un parcours sur tous les répertoires pour voir combien de répertoires pointent sur ce fichier. Si les deux nombres sont différents, le système est dans un état incohérent. Ça veut dire, dans le fichier, il dit il y a 3 répertoires qui pointent sur moi. Et quand on a fait le parcours de tous les répertoires, on a trouvé que 4 répertoires pointent sur lui ou 2, donc il y a une différence. La solution consiste à corriger dans l'ANE la valeur du nombre de références. Bien sûr, ce qui est juste, c'est notre parcours et non pas la valeur qui est dans l'inode, qui était erronée à cause d'une erreur qu'on ne sait pas. Mais le dernier parcours qu'on vient de faire, c'est lui qui donne la vraie valeur. On termine avec l'efficience du système de fichiers. C'est les optimisations pour augmenter les performances des accès disques. D'abord avec la mémoire cache, qui est une succession de blocs du disque, mais conservés en mémoire. Quand un bloc est demandé, il faut le chercher dans le cache d'abord. S'il est dans le cache, l'utiliser directement. Sinon, le chercher dans le disque, le copier dans le cache et puis l'utiliser. Comme ça, la prochaine fois, si on en a besoin, il est déjà dans la mémoire, pas besoin d'aller le rechercher encore dans le disque. Des algorithmes comme le LRU peuvent être utilisés pour décider des blocs à garder dans le cache. On ne peut pas tout garder, bien sûr, alors il faut choisir quel bloc on doit garder. Pour la cohérence, il ne faut pas garder trop longtemps un bloc dans le cache sans le réécrire sur disque. On peut faire plusieurs modifications dans la mémoire. Donc, pour avoir de la cohérence, il faut à chaque fois enregistrer dans le disque pour que celui dans la mémoire et du disque soient vraiment assez similaires. Lecture anticipée d'un bloc. Utiliser des algorithmes pour choisir des blocs à mettre dans le cache avant d'en avoir besoin. Même avant de demander un bloc, on peut utiliser un algorithme pour trouver que ça serait mieux de laisser un bloc dans la mémoire, même si on ne l'a pas demandé. Par exemple, pour les fichiers séquentiels, quand le bloc K est demandé, on peut chercher aussi le bloc K plus 1. Puisqu'ils sont séquentiels, alors on peut anticiper et prendre le prochain bloc parce qu'il y a de fortes chances qu'on va en avoir besoin. Et pour la réduction du mouvement du bras d'index, ça c'est surtout pour les HDD bien sûr, pas pour les SSD, mettre les blocs d'un fichier séquentiel à la suite des autres. Comme ça, la tête, elle ne va pas beaucoup se déplacer et ça va être facile pour elle de lire, ce qui va prendre moins de temps. C'est l'un des objectifs de la défragmentation. C'est pour ça qu'on faisait de la défragmentation, pour que tous les blocs d'un fichier soient contigus dans la mémoire et que ce soit facile pour les têtes de les lire.